Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de Rima Hassan. Rima Hassan qui s'est exprimé face à Benjamin Duhamel dans une interview assez extraordinaire, même si j'aurais aimé qu'elle approfondisse un sujet. Mais vous allez voir, c'est juste phénoménal. Elle remet les choses en place. Et s'il faudrait résumer son discours, c'est Israël, c'est pire que la Russie. Donc voilà, c'est juste exceptionnel parce que c'est bien de revenir et de dire les termes. Euh, donc on va analyser ça. Nous avons aussi la Cour pénale internationale qui est là pour juger un petit peu des gens qui font un peu des bêtises, des États qui font des bêtises, on va dire ça comme ça. Et pour la première fois, ils se sentent en danger et ils ont peur. Et ils demandent à des instances de les protéger. Alors, tu sais, vous faites partie quand même des instances les plus haut placées. Donc, si vous avez peur, enfin, vous n'avez pas eu peur de la Russie. Quand même, ça rigole pas. Ils ont quand même l'arme nucléaire, etc. La Russie, quoi. Vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas tremblé. Et là, vous avez peur. C'est quand même faux, quoi. Donc, on va aussi écouter, pour rigoler, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui explique que, en soi, le Hamas finance tout le monde. Vous allez voir, ça va être marrant. Et pour finir, parce que beaucoup m'ont parlé de... J'aime bien parfois, il y a des gens qui me disent « Mais tu te prends pour un journaliste ?» Les gars, respectez-moi. Où c'est que vous avez vu que j'étais journaliste? Alors, de par le fait, oui, le machin, mais réellement, je m'attribue pas comme journaliste, ne m'insultez pas, voyons. Tu vois, je suis un camarade avec qui je peux échanger avec vous, mais ne m'insultez pas. Et moi, c'est grâce à vous que je suis là. C'est uniquement grâce à vous que je suis là et que je peux faire ce travail-là. Sinon, ce n'est pas possible. Hein. Sachez que la majeure partie des journalistes, des articles, des journaux, des choses comme ça, sont financés par l'État, sinon personne ne suivrait. Hein. Je peux vous assurer. D'où le fait qu'il ne critique jamais réellement le gouvernement. Donc ça, c'est important de le comprendre. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Et je vois que vous êtes de plus en plus. Sachez que la chaîne secondaire d'actualité, je vais commencer à mettre beaucoup de vidéos. Donc, prenez le temps d'y aller. C'est un peu un autre genre. Donc voilà. Avant de parler de tous les sujets que je vous ai parlé, j'aimerais, parce que c'est vrai que ces temps-ci, j'ai tendance à beaucoup défendre la gauche et tomber sur les droits tardés. Mais je me rends compte que petit à petit, la secte des... parce que je vous le dis, hein, les partis politiques sont des sectes. La secte de gauche, comme ils me sont vus que j'avais dit un peu trop de bien de Mélenchon, tout ça, s'imaginer que je m'étais prosterné devant la LFI. Et donc, quand je pose une critique, ils me disent tu as blasphémé, oh mon Dieu, mais je suis jamais rentré dans ta secte. Moi, enfin, c'est bon, chacun sa religion. Je critique pas moi la religion des autres. Moi, je suis pas là. Mais je suis musulman. Tu peux être catholique, tu peux être d'extrême gauche. Je m'en fous, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, mais ne m'attribue pas des choses qui sont. Je vous dis ça parce que vous savez, moi je critique l'immigration illégale et j'explique aussi que pourquoi il y a des gens qui commettent des actes étranges en France à l'heure actuelle, comme de vilipender des gosses de 4 ans, etc., ainsi de suite. Il faut savoir que l'immigration, même illégale, hein, de certains pays, ça n'a jamais posé ces problèmes-là. On est d'accord. On est d'accord que c'est récent, là, ces histoires de s'attaquer à des gosses de 4 ans, faire des trucs de ouf. On est d'accord. Parce que ça vient de pays qui ont des mœurs assez particulières. Et en commentaire, j'ai vu quelqu'un qui avait un commentaire. Alors j'imagine que c'est un Renoir, mais c'est un gauchiste. Ça se sent que c'est un gauchiste. Il m'a envoyé un message gentil, hein. Il est pas, il va certainement écouter, mais c'est pour vous montrer que vous êtes endoctriné. Il me dit, Samir, j'aime bien ton travail, c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est limite le maghrébin qui critique les noirs. Ah bon? Mec, je suis l'un des seuls à appeler entre guillemets à la à l'avancée des pays africains, à l'indépendance réelle, etc. Mais bon, il me dit ça parce que tu critiques les... Et c'est là la problématique de la gauche, c'est qu'il compare une personne qui est issue de l'immigration ou même un immigré qui vient légalement, je m'en fous, il vient du Kenya, il fait une demande, j'ai des compétences
ou peu importe, je fais une demande, la France dit on a besoin d'ingénieurs en plus pendant une période, ben écoute, on te fait les papiers, il n'y a pas de souci. Il compare ça à un mec qui vient de manière illégale et qui abuse d'enfants. Et quand tu lui dis ça, mec, il a jamais été question de critiquer qui que ce soit qui se comporte correctement. Je n'ai pas critiqué. Moi, je suis pas forcément pour même l'immigration légale, parce qu'en fait, c'est généralement la fuite des cerveaux des pays africains vers l'Europe. Mais bon, c'est encore un autre débat. Mais ma critique a toujours été ceux qui venaient de manière illégale. Que tu accueilles chez toi 50 personnes et que vous vivez à 50 dans un 8 mètres carrés, je m'en balais, que c'est toi qui as voulu vivre ça. Maintenant, s'ils viennent de manière illégale, je suis désolé, la justice doit intervenir et les sanctionner. Ne tombez pas dans le panneau de certains mouvements de gauche de comparer les migrants illégaux avec ceux qui ils viennent de manière légale. Je viens juste à préciser. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer le sujet. On va garder le drôle pour la fin, mais là, on va écouter notre petite Rima Hassan qui s'exprime sur le sujet du moment. Alors, c'est parti. Qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications. Je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession, des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël? Alors je vais vous dire... Et là, en fait, ils ont tellement l'habitude d'avoir des plateaux sionisés qui sont là. Est-ce que c'est pareil? Mais les gars, c'est du jamais vu. Bien évidemment que ce n'est pas pareil. Grand fou. Hey, grand fou. Enfin, petit fou, tu vois. Mais bien sûr que c'est pas pareil. La Russie et l'Ukraine, déjà, il y a un passif comme avec la Palestine. C'est un peu particulier. Eux, ils disent qu'ils étaient là dans le Donbass, machin. Mais il y a eu des exactions qui ont été comprises depuis des années. Mais on s'en fout. C'est-à-dire que je suis pas. Encore une fois, on peut. Mais en fait, le débat là même si on va l'écouter, il n'a pas lieu d'être. Par exemple, Russie-Ukraine. La priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu, il y ait la paix, et ensuite on peut négocier. Il nous faut ce territoire-là, il nous faut pas ce territoire-là, qui a raison, qui a tort, ça vient après. Mais déjà, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais sans qu'il y ait des pertes humaines? Là, c'est ce qui est demandé, c'est ce que les étudiants demandent dans un premier temps, c'est le cessez-le-feu. Après viendra le débat, géno, pas géno, etc., territoire, État, pas État. Mais bon, mais tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, le nombre d'enfants qui nous ont quittés en Palestine, c'est l'équivalent de toutes ces dernières années de tous les conflits mondiaux. C'est quand même incroyable. Mais bon. Dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Ah bon? Il y a eu un 7 octobre les entre la Russie et l'Ukraine? Palestiniens, il y a eu pire que le 7 octobre. Il a vraiment une tête de benet. Bien sûr qu'il y a pire. C'est pire, c'est immensément pire, c'est même pas comparable. Pour les Palestiniens. Il y a, pour les Palestiniens, la colonisation et l'occupation durent depuis quand? La colonisation et l'occupation? L'occupation des territoires dure depuis quand? Allez-y. Une cinquantaine d'années. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est circonstance l'invasion... Mais non, mais c'est pas ça. Les résolutions des Nations Unies, les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire, si vous voulez, en termes de passif et en termes de... Et là, en fait, il est tellement débilos qu'il n'arrive pas à comprendre le truc. T'as apporté un argument. Tu as apporté un argument, elle t'a dit oui, par exemple. En fait, là, le discours, c'est qu'il n'a pas compris. Ils ont tellement l'habitude de répéter, tu condamnes ou tu condamnes pas 7 octobre ou pas 7 octobre? C'est pas ça, là, on s'en fout. Là, elle est en train de t'expliquer que d'un côté, nous avons la Russie qui n'a pas respecté le droit international. Mais bon, tu me diras, ils en ont été victimes eux aussi, mais ils n'ont pas respecté, on a bien vu les conséquences. Toutes les sanctions qu'ils ont subies, etc. Ils ont été entre guillemets isolés, voilà, il y a eu des... Bon, on le sait, de toute façon on en subit les conséquences. Là, elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est pourquoi Israël, ce n'est pas la même chose. C'est juste ce qu'elle est en train de dire. Elle n'est pas en train de te dire 7 octobre, avant, machin, ça c'est encore autre chose. Pourquoi il n'y a pas la même chose pour Israël?
de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc c'est le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement et leurs demandes. C'est ça. Malheureusement, effectivement, il faut les encourager. Il faut encourager Rima Hassan, la LFI, parce que c'est les seuls qui tiennent tête et qui ont une dignité. Il faut soutenir les étudiants. Malheureusement, encore une fois, je suis désolé de faire un peu le mec qui gâche l'ambiance. Dans ces étudiants, une bonne partie, vous inquiétez pas, qui seront sionistes d'ici quelques années. Je pense pas qu'il faut... en fait, on peut trouver des solutions sans... Je sais pas comment dire ça. Sans rentrer dans ce système. L'union, et pas l'union sous condition, non, l'union tout court. L'union tout court. Il n'y a pas. Solidarité, protection juridique, on attaque, on se défend, boycott, etc. C'est tout. Et là, tu verras que même si Mélenchon, il n'est pas élu président, même si machin, etc., ben en fait, on tape au porte-monnaie. Regardez McDonald's. D'ailleurs, McDonald's, vous avez boycotté McDonald's. Ils font des offres de fou parce qu'ils n'ont plus de clients. C'est une catastrophe. Économiquement, c'est une catastrophe pour McDonald's parce qu'il y a eu un boycott massif de ces entreprises-là. Et il ne faut pas boycotter tout, hein. Pour certains qui se disent faut boycotter tous les produits, il y en a tellement des produits qui alimentent le sionisme, etc. Les gars, il en faut juste d'une seule. Il faut une marque, tu boycottes, elle s'effondre, les autres ils vont tout de suite comprendre ce que c'est. C'est tout, vous comprenez? Enfin bon, on poursuit. Je suis française, d'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. J'ai donc très naturellement une parole de personne concernée. C'est-à-dire que je m'inscris... Attendez, j'en ai vraiment pour une minute. Je m'inscris dans un idéal, des projections pour la population palestinienne dans laquelle je m'inscris et la population israélienne qui est celle d'un État binational. Et c'est ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Donc j'ai une question. Donc, si vous me permettez... Ça, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord. J'aimerais bien, moi, que ça soit ça. Plus que je suis pour un État qui combine les deux nationalités, etc. Mais bien évidemment que les Palestiniens sont beaucoup plus nombreux, feront plus d'enfants et après, la Palestine leur appartiendra. S'il y a deux États, bien évidemment que d'ici une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, ils auront la capacité d'égaler Israël et ils réclameront justice et leur indépendance totale. Bien évidemment que Israël ne laissera pas ça faire. Donc voilà, je le répète encore une fois, je sais que ça peut choquer. La solution, elle se trouvera sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Ça sera la loi du plus fort et le plus fort, c'est pas forcément le comment dire ça. C'est pas je suis le mieux armé ou autre, c'est celui qui sera le plus obstiné. C'est pas grave. S'il faut, enfin bref. Alors je sais que les Palestiniens sont motivés, mais il leur faut juste un déclic et de. Enfin bref, on verra par la suite, mais malheureusement, c'est pas l'ONU qui résoudra le souci, ce n'est pas non plus la France, ça sera sur le terrain. Non, je termine juste, pour que vous compreniez le lien. Maintenant, là je suis engagée politiquement, la parole politique doit s'inscrire dans un cadre qui est celui du droit international. Sur le plan diplomatique et politique, tous les efforts qui ont été faits au sein de l'Union européenne porte sur la question des deux États, c'est-à-dire un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Donc si vous voulez, les deux États, c'est une étape en termes d'égalité de droits, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que les Palestiniens aient les mêmes droits que les Israéliens, mais quand vous défendez l'État binational laïque, quand vous défendez l'État binational laïque comme idéal, où est l'État juif dans cet État binational? Mais un État binational, c'est un État dans lequel on reconnaît la spécificité, les linguistiques, culturelles, nationales des uns
et des autres. Donc aujourd'hui, moi, ce que Où est j'observe... Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. Bah alors par contre, c'est intéressant pour des laïcards. Alors c'est une petite. Alors là, peut-être là, ils sont en train de parler d'un sujet, mais on va parler de la France. Il est où l'État français? L'État français, il est où le catholicisme? On nous parle de civilisation à longueur chrétienne, civilisation chrétienne, etc. On nous dit il faudrait un État laïque pour chapeauter tout ça et que tout le monde puisse pratiquer comme il le souhaite, etc. Et lui te dit non mais il faut un État juif, c'est juif, il faut la religion. Ah, et puis en France c'est la même chose, non, laïcité, république. Ah d'accord. Je serais chrétien, je serais catholique en France, ça me plairait pas. Hein. Ça vous montre l'hypocrisie de ces gens-là. Mais bon. Dans lequel on reconnaît la spécificité, les linguistiques, culturelles, nationales des uns et des autres. Donc aujourd'hui, moi, ce que Où est j'observe... Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. Une blague. Vous vivez dans La solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à deux États? Il y a tout... Vous êtes en train de me parler de la question des deux États, mais il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, mais quand dont on moi, vous entend dire de la rivière à la mer, comprenez que certains nous regardent et se disent, dans cette perspective-là, il n'y a pas d'État juif, d'État d'Israël. Moi je répondrais, mais pourquoi pas? Ça me dérange pas, moi. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour certains, ça ne dérange pas. Bien évidemment. Moi, je vous l'ai toujours dit, pourquoi ne pas donner la France aux Juifs? Et que ça soit l'État juif, on leur donne la France. Les entreprises, tout ça, machin. Mais non, n'importe quoi, ça c'est 2022. De toute façon, on va y venir, de toute façon. Mais pourquoi? Pourquoi la Palestine et pourquoi pas la France? Pourquoi pas l'Allemagne? On leur donne l'Allemagne, les gars. Tu vois? Franchement, on leur donne pas l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce que je dis, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Hein. N'allez pas tout de suite me dire oui, mais non, mais tu sais. N'allez pas me répondre en commentaire que c'est un raisonnement par l'absurde. C'est fait exprès juste pour montrer que voilà. Vous voulez, la question d'un État binational, elle est évoquée par des intellectuels israéliens et palestiniens depuis 30 ans. Il faut vous mettre à la page, hein. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, ce que je dis. Hein. C'est quelque chose qui est traité, qui est revendiqué depuis une trentaine d'années par des intellectuels israéliens et palestiniens. Et effectivement, moi j'ai cet idéal. Maintenant, politiquement et en termes de pragmatisme, c'est plutôt par honnêteté que je parle de la question des deux États. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas arriver au Parlement européen... Hé, Rima Hassan, pas à moi. Tu veux un État binational? On sait très bien pourquoi. Tu vois. Alors certains vont me dire, moi je vais pas être hypocrite, hein. Je vais pas vous dire ouais un État binational machin. Les gars, quelqu'un qui demande un État binational, c'est parce qu'il veut absolument que d'ici 50 ans, gentiment, le territoire soit récupéré. Voilà. Même si demain il devait y avoir un État palestinien, on sait très bien que dans 50 ans, 60 ans, il y aurait... Voilà, encore une fois, c'est la réalité, je suis désolé. Hein. C'est dans 30 ans, 50 ans, il avait raison, oui, mais bon, c'est pas une question de bien ou de mal, je m'en fous. C'est-à-dire qu'un Israélien sioniste qui m'écoute, il va se dire, il a raison, c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait ça. Un Palestinien qui va m'écouter, il va dire, il a raison, c'est pour ça qu'on veut ci, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien évidemment que moi, je serai toujours du côté des Palestiniens, quoi qu'il arrive. Mais voilà, faut connaître un peu la géopolitique. Leur dire, bon, tout ce qui a été fait ces dernières années, on va jeter à la poubelle. Non, il y a une étape qui est celle de la reconnaissance de l'État palestinien pour mettre à égalité Palestiniens et Israéliens sur le plan international, mais cet idéal qui est de faire cohabiter les Israéliens et les Palestiniens dans un État qui reconnaît ce qu'est être un Israélien et qui reconnaît ce qu'est être un... Mais oui, mais un binational, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans binational? Binational laïque? Binational laïque? Mais... Ça me fait rire, c'est quand... Excusez-moi, parce que parfois, tu sais, quand tu fais... En fait, on a tous des mimiques.
tu vois, en privé, alors moi, par exemple, vous me voyez quand je fais mes manières, je pars dans mes délires, etc. Parce que je suis de base naturel. Mais il faut savoir que tout le monde a des mimiques, des tocs, allez. Et donc, ce qui me fait rire, c'est quand moi je vois des personnalités qui s'expriment et en fait qui se laissent aller. C'est-à-dire qu'on voit que, et c'est ça qui est plaisant chez Rima Hassan, c'est qu'elle n'est pas encore trop politisée, elle n'est pas encore trop dans le moule du cadre, je dis ça, je suis. Donc on voit que parfois il y a des moments, elle fait vraiment là. C'est. Tu sais, en résumé, tu sens qu'est-ce qu'il est idiot le mec en face de moi. Oh, oh. Bon, débilos le mec. Donc regardez-moi cette scène qui est juste magistrale. Après, faut pas trop en demander à Benjamin Duhamel. Hein. Mais oui, mais un binational, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans binational? Binational laïque. Binational laïque. Mais c'est le. Non, mais pas forcément. Binational, c'est un État qui reconnaît, si vous voulez, les spécificités nationales des Palestiniens. Toute dernière question, Rima. Vous avez un. Après, bah justement, ça me permet de faire une bonne transition pour ce que c'est un journaliste à notre époque. Écoutez, Léa Salamé s'exprimer sur ce que c'est le journalisme en France. Évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un. Voilà. Pour moi, un bon journaliste, c'est qu'il y a un bon moment. En fait, c'est une punchline, c'est une sortie qui n'a rien à voir, etc. C'est pas la vérité, c'est pas la question, c'est pas la réponse. C'est pour ça que toutes les personnes que j'ai interviewées, moi, sur ma chaîne, elles ont toutes été surprises. Je les laisse s'exprimer, je lui pose des questions intéressantes, pertinentes, qui les fait, entre guillemets, se sublimer. La réponse est très intéressante et je peux rebondir là-dessus. Là où eux, ça ne les intéresse pas, ça. Je sais que pour vous, alors à l'ancienne, oui, j'aurais pu être un journaliste, mais ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Elle vous dit bien qu'à l'heure actuelle, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de la punchline. Tu vois, c'est des choses comme ça. Pou, pou, pou. Ah, t'as vu, il a envoyé. Mais dans le concret, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Donc, s'il vous plaît, évitez de me critiquer en me disant que je fais un travail journalistique. Voilà. Alors, un travail journalistique à l'ancienne, oui, peut-être. Mais voilà. En tout cas, magnifique. Magnifique. On poursuit vite fait. Et donc, on poursuit avec le dernier passage de Rima Hassan. Après, on reviendra sur les choses un peu plus drôles. Non, je veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Bah en fait, moi j'invite tous ceux j'invite à tous ceux qui défendent la Palestine, les amis gauchos, les gens qui seraient à la Sorbonne, de se renseigner un petit peu dans l'histoire. Il faut savoir que dans l'histoire, l'Occident a civilisé, a éduqué, a apporté la démocratie, a pacifié. Tous ces termes, il faut savoir, hein, derrière tous ces termes, c'est des dizaines de millions de victimes. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Vous croyez que ça s'est passé quoi là aux États-Unis, en Amérique du Nord, hein? On a pacifié la zone, on a apporté la démocratie, on a apporté machin, et puis regardez, il y en a plus d'Indiens. Il y en a quelques-uns, mais bon. Donc comprenez-le. En Chine, vous croyez qu'ils ont fait quoi les Occidentaux en Chine, hein? Vous croyez qu'ils ont fait quoi en Corée? Vous croyez qu'ils ont fait quoi en Afghanistan? Vous croyez qu'ils ont fait quoi dans tout le Moyen-Orient? Vous croyez qu'ils ont fait quoi tout en Afrique? Tu vois, hein? Bref. Donc après, débattre sur est-ce qu'il y a un géno ou pas, le terme on s'en fout. Oui, il est vilipende. Voilà, à l'heure actuelle, il y a un vilipendage. Voilà. Donc, et après, la personne, faut que tu précises. Tu dis, il y a un vilipendage de plusieurs dizaines, 100 000, bientôt 200 000. Il n'y a pas de souci, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, c'est important de comprendre. C'est moi terminé. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est important. Mais je suis en train de dérouler mon propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande... Mais attendez... Attendez, si vous permettez. Qui a l'autorité juridique à l'échelle internationale pour statuer?
La Cour internationale de justice. Les experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais Rima Hassan, je lis ces témoignages comme vous, mais ça ne vaut pas la décision d'une juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit Mais moi, je posais une question. Il y a un géno ou pas en Ukraine? Est-ce qu'il y a le moment où, au moment où des chars russes sont entrés, sanctions, condamnation, la totale. Moi, je vous pose la question. Comment ça se fait que là, on essaye de débattre géno ou pas géno? On voit quand même, vous avez quand même des yeux sur ce qu'on voit. Donc, non, mais non, c'est bon, faut arrêter. Il y a un moment, stop, faut arrêter de déconner. Nous avons ici l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui explique que le Hamas ne se cache pas uniquement dans les universités à Gaza, mais aussi à Harvard, Columbia, etc. Est-ce qu'il pense, après avoir vilipendé les universités à Gaza, est-ce qu'on doit constater que la Sorbonne, peut-être que la Sorbonne va être bombardée par Israël, hein, tu vois? Et je peux vous assurer d'une chose, si demain Israël devait envoyer un missile à la Sorbonne, à Sciences Po, etc. partout, je peux vous assurer d'une chose, c'est que les médias français et les politiques français demanderaient une enquête parce que des mouvements du Hamas se cacheraient sous Sciences Po, à la Sorbonne, etc. Et ne pas faire d'appel à l'amalgame. Et voilà. Je peux vous convaincre, je peux vous assurer que les médias seraient du côté d'Israël. Voilà. Et que je peux vous assurer que les droitards te diraient, il n'y a pas de... On a foulé le territoire français, etc. Machin. Voilà. Bien évidemment qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. Hein. Voilà, le Coran l'a cité. Vraiment, ces étudiants de la Sorbonne qui se parlent alors qu'ils ne mettent pas le voile. Voilà, la cité, vraiment. Tu dis, mais pourquoi vous faites ça à ceux qui défendent... C'est bizarre, tu vois. Mais bon. Et là, je vous lis juste le titre de l'article, sans vous le lire. La Cour pénale internationale affirme faire l'objet de vilipendage. Tu vois, ça me rassure, hein. Ça me rassure parce que moi aussi j'en suis victime. Mais après, moi je suis victime d'un peu tous les vilipendages. Ça me rassure que même la Cour pénale internationale, tu sais, ils se font vilipender. C'est fou quand même. La Cour pénale internationale a appelé dans un communiqué à la fin immédiate des tentatives d'entraver, d'intimider ou d'influencer indûment ses responsables, sans préciser de qui émanaient ces menaces. Ben tiens, on se demande, dites-moi en commentaire, vous pensez que ça vient d'où? Est-ce que ça serait Poutine? Bref, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Bienvenue, c'est Pascal Pro. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'affaire, cette attaque terreau qu'a subi notre très cher collègue Éric Zemmour. Je peux être en contradiction avec lui, mais ça ne m'empêche pas de défendre la liberté d'expression. Non, mais en fait, tu es toujours d'accord avec lui. Taisez-vous, taisez-vous. Donc j'aimerais juste parler d'une chose. Nous avons un islamo-gauchiste, certainement un migrant, hein, africain, qui, vous avez vu, qui a pris des œufs et les ont lancés sur Éric Zemmour. Déjà, ça montre pourquoi dans certains pays il y a la famine. Ils n'arrivent pas à comprendre que la nourriture, ça ne se jette pas, ça se mange. Et après, ça nous demande des aides parce qu'il y a la famine. Voilà. C'est juste ignoble. C'est là. On les accueille, on les fait venir, on leur donne des œufs, et qu'est-ce qu'ils font avec ces œufs? Ils commettent des actes terreaux. Doit-on tolérer ça? Ce que je propose, moi, quand est-ce qu'on prendra les choses en main? Que Darmanin se saisira de l'affaire et interdira de donner de la nourriture à ces gens-là. C'était Pascal Pro. C'est pas bien, je critique Pascal Pro, mais en fait, c'est devenu mon pote. C'est devenu mon pote, il partage mes vidéos. Pascal Pro, c'est mon pote.
T'es mon pote à la compote.